Alors je suis sûr que vous avez tous vos petites traditions, que ce soit à l'occasion d'un anniv, d'une fête de famille, d'une soirée en tête-à-tête. Mais si prévoir une soirée déguisée pour Halloween, ça reste sympa et inoffensif, c'est pas le cas de toutes les traditions. En fait, dans certaines cultures, il existe des rituels vraiment étonnants, parfois dérangeants, voire même parfois dangereux. Et certaines de ces traditions existent encore aujourd'hui. Mais bon, la plupart ont disparu. Et elles ont pourtant laissé une trace profonde dans l'histoire et la culture des pays où elles étaient pratiquées. Et là, rapprochez-vous, vous êtes sur Contes Féconds. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des femmes girafes, du lâcher de bébé, ou même encore de la tradition du takanaku. Mais vous ne connaissez sans doute pas le mariage entre fantômes en Chine, le rite de passage des Madans, ou encore la fête de San Pedro Coutud aux Philippines. Mais par contre, il y a des traditions auxquelles vous prenez peut-être part tous les ans, et sans doute de façon inconsciente. Et là, je parle évidemment du Black Friday. Avouez, vous l'avez pas vu venir. En fait, quand vous avez un smartphone qui vaut des centaines d'euros, voire même plus d'un millier, vous n'avez pas vraiment envie qu'il explose au moindre choc. Par exemple, celui-là, il a un peu pété, quoi. J'ai dû le faire tomber par terre et j'avais pas de coque Rhino Shield à ce moment-là. Grave erreur. Justement, si j'avais mis une coque, par exemple, comme celle-là, j'aurais évité la catastrophe. Et je vous le dis d'entrée, en fait, vous trouverez votre bonheur quoi qu'il arrive, tellement il y a de produits. Par exemple, si vous avez l'âme d'un Hokage, eh bien, il y a la collection Naruto. Après, peut-être que vous ne jouerez que par la NBA. Eh bien là, il y a toutes les franchises représentées. Après, peut-être que vous êtes passionné de fleurs, c'est encore autre chose. Eh bien, il y a des dizaines de designs pour vous. Et si, comme par exemple, l'un de mes rédacteurs, vous êtes quelqu'un de nostalgique, il y a même les coques Super Nana pour retourner là, hop là, dans les années 90. Et là, vous voyez, par exemple, cette coque, elle a plus de 2 ans et pourtant le téléphone est toujours intact dedans. Mais bon, en tout cas, en parallèle, vous pouvez aussi personnaliser vos propres coques. Comme par exemple, je l'ai fait moi-même avec Gustave, quoi. Mais Rhino Shield, c'est pas seulement en fait des coques pour téléphone, c'est aussi tout un catalogue de produits. Ils ont aussi des coques pour les AirPods, mais aussi également pour les AirTags ou même pour les Apple Watch. Et vous avez aussi l'AquaStand, qui est en fait une gourde compatible MagSafe et qui peut être par exemple votre compagnon idéal à la salle, voilà, et qui peut servir par exemple avec ça, vous permettre de mettre votre téléphone dessus et de regarder une vidéo pendant que vous faites vos exercices. Bref, en tout cas, dès maintenant et jusqu'au 3 décembre, vous pouvez profiter de la promotion Black Friday. Et ça va jusqu'à 50% sur le site internet de Rhino Shield. Et en plus de ça, avec le code CONTEFÉCOND, vous bénéficiez de 15% de réduction supplémentaire. Et j'insiste sur le mot supplémentaire, sur tout le site. Bref, ce sont leurs plus grosses promos de l'année, donc profitez-en, c'est peut-être le moment pour vous d'acheter les différents produits, en tout cas si vous avez un smartphone et compagnie. Et quant à nous, on retourne directement sur nos traditions vraiment sombres. Et du coup, pour parler de ces traditions, on va une nouvelle fois utiliser le principe de l'iceberg. On commence par traiter le sujet en surface avec les traditions les plus soft, et puis au fur et à mesure, on va descendre dans les profondeurs, les abysses et les ténèbres pour parler des traditions les plus dérangeantes jusqu'aux plus glauques et dangereuses. Donc écoutez, bienvenue dans cet iceberg des traditions les plus malsaines. Et on attaque directement avec la surface. Les femmes girafes. Bon, vous connaissez sûrement ces images de femmes au cou allongé, souvent appelées les femmes girafes. Bon, là, en réalité, on parle plutôt des femmes Kayan-Lawi, souvent appelées Karen, et qui appartiennent à un groupe ethnique originaire de Birmanie, qui est aussi aujourd'hui présent en Thaïlande. En fait, dès l'enfance, certaines filles commencent à porter de lourds anneaux de laiton autour du cou. Et avec les années, le poids peut atteindre vraiment une dizaine de kilos vraiment sur le cou. Et là, contrairement à ce qu'on croit, ces colliers n'allongent pas du tout le cou. En vrai, ils compriment les épaules et la cage thoracique, ce qui donne l'illusion d'un cou démesuré. Mais alors, pourquoi cette tradition ? Eh bien, parce que dans la culture Kayan, un long cou symbolise la beauté, la grâce et l'identité féminine. Et du coup, les anneaux sont aussi un marqueur de culture fort. Donc, c'est une façon de préserver les traditions face au changement du monde extérieur. Mais les chercheurs avancent une autre explication. En fait, ces colliers, ils auraient pu jouer un rôle de protection sociale en rendant leur retrait si compliqué qu'ils décourageraient l'enlèvement des femmes par d'autres ethnies. Bon, en tout cas, aujourd'hui, la pratique recule en Birmanie, mais elle se maintient en Thaïlande, surtout sous l'effet du tourisme. En fait, dans certains villages, les femmes continuent de porter leurs anneaux pour attirer du coup les visiteurs. Le mariage avec les arbres. Alors si un jour vous voyagez en Inde, là ne soyez pas surpris si vous assistez à un mariage entre une femme et un arbre. Parce qu'en fait oui, certaines femmes sont mariées à un arbre avant de pouvoir épouser un véritable conjoint. Bon, cette pratique elle apparaît surtout dans les régions traditionnelles, comme par exemple le Bihar ou alors le Bengale occidental. Et elle repose sur une croyance astrologique connue sous le nom de Manglik Dosha. Et en astrologie hindoue, le ciel lors de la naissance d'un bébé est divisé en 12 zones appelées maisons. Et chacune représente un aspect de la vie, comme la famille, le mariage, la carrière, voilà. Et si Mars se trouve dans l'une des 6 maisons liées à la vie de couple, on dit que la personne est manglik. En fait, ça veut dire que Mars influence directement les zones liées à la vie personnelle, au foyer, au mariage.
Et du coup, les hindous considèrent que le mariage peut provoquer des disputes ou même la mort prématurée du partenaire. Du coup, pour éviter ce sort funeste, ils ont mis en place un remède symbolique. En fait, la personne doit d'abord s'unir à un arbre sacré, souvent un manguier ou un banyan. Et le rituel, il se déroule comme de vraies noces en fait. Une fois la cérémonie accomplie, l'arbre est abattu, puis laissé de côté. Là, les hindous estiment qu'il a pris sur lui le mauvais sort, ce qui libère la femme et lui permet ensuite de se marier sans crainte avec un partenaire humain. Bon, en tout cas, dans les grandes villes, cette coutume est de plus en plus critiquée parce que beaucoup le voient comme une superstition injuste envers les femmes. Pourtant, dans plusieurs villages, elle reste bien vivante parce que l'astrologie occupe une place assez prédominante dans la société indienne. Les dents limées. Alors cette fois, direction Bali, en Indonésie, il existe un rituel de passage qu'on appelle le Mesangi, ou plus simplement la cérémonie du limage des dents. Et cette tradition, ça se déroule à l'adolescence et parfois juste avant le mariage. Et elle concerne tout le monde, donc aussi bien les garçons que les filles. Là, il y a un prêtre hindou qui lime les dents de devant des adolescents. En fait, généralement, c'est les incisives et les canines. Et souvent avec une lime ou parfois même avec un outil un peu plus rudimentaire, comme un morceau de pierre ou de bambou. Se faire limer les dents avec ça doit faire tellement mal. En tout cas, leur but est spirituel car les balinais considèrent que les 6 dents de devant symbolisent les 6 défauts humains qui nous empêchent donc de progresser. À savoir la colère, la jalousie, la luxure, l'avidité, la confusion et l'ivresse. En limant ces dents, on cherche à se débarrasser symboliquement de ces défauts pour entrer dans l'âge adulte en étant purifié. Bon, la cérémonie se déroule souvent en grande pompe avec toute la famille, des offrandes, des prières et parfois même il y a plusieurs jeunes qui passent par le rituel en même temps. Mais du coup, en tout cas pour un visiteur étranger, l'idée de se faire limer les dents sans anesthésie, ça peut faire mal rien que d'y penser. Pourtant, pour les balinais, ce rituel, il marque un moment essentiel de la vie. En fait, c'est une manière d'apaiser l'équilibre entre le corps et l'esprit tout en respectant un héritage religieux profondément enraciné dans la communauté. La bénédiction des nouveau-nés. Bon, imaginez, vous venez de mettre au monde votre bébé, entouré de vos proches, et puis soudain, quelqu'un lui crache dessus. Eh bien, chez les Maasai, c'est un peuple éleveur du Kenya et même de Tanzanie, peut-être ça vous parle, cette scène n'a pourtant rien du tout de choquant. En fait, c'est une coutume traditionnelle pour accueillir les nouveau-nés. Ça peut sembler irrespectueux, voire plus que ça du coup, mais dans la culture Maasai, cracher, ça a une signification positive. En fait, quand un enfant naît, les anciens ou même les proches de la famille déposent de la salive sur son front ou sur sa poitrine, en murmurant des paroles de bénédiction. Sachant que ce rituel il a pour but de protéger le nouveau-né et de détourner l'attention du mauvais œil. En fait, les Maasai considèrent qu'admirer ouvertement un bébé attire la jalousie et risque de lui porter malheur. Et du coup, cracher, ça devient alors une manière d'éloigner les forces négatives. Et d'ailleurs, la salive n'est pas réservée qu'aux enfants. En fait, dans cette culture, elle est perçue comme une énergie vitale capable de transmettre la prospérité. Et du coup, la salive, on la trouve aussi dans les mariages, puisque les parents crachent sur le front des jeunes mariés. Ou alors, lors d'un accord, on crache dans sa paume avant une poignée de main. Encore aujourd'hui, dans certaines communautés Maasai, la coutume est inchangée. Écoutez, tout ça est plutôt soft, on va dire, du coup, mais on va maintenant passer un peu plus dans des traditions plus osées, on va dire. Parce qu'on va parler de mariage de fantômes, d'un rituel de passage douloureux et même de scarification en offrande. Les mariages fantômes. Alors, si jamais vous avez peur de mourir célibataire, vous inquiétez pas, on a la solution. Parce qu'en Chine, il existe une coutume ancienne qui consiste à organiser un mariage arrangé entre 2 personnes dont au moins une des deux est déjà morte. En fait, cette tradition vient de l'envie d'honorer les ancêtres et de maintenir l'équilibre familial. Parce que dans la culture chinoise, rester célibataire, même après la mort, c'est vraiment une malédiction. Parce que les Chinois, en fait, ils pensent qu'une âme seule peut errer et perturber les vivants. Et du coup, en fait, le mariage de fantôme permet donc d'offrir un conjoint symbolique à la personne décédée, afin qu'elle trouve la paix dans l'au-delà. Bon, là, les cérémonies reprennent souvent les codes d'un vrai mariage. On organise un banquet, on prépare des offrandes, puis on enterre des figurines ou des objets symboliques représentant le conjoint défunt. Cette pratique est surtout connue dans le nord de la Chine, mais elle existe aussi dans certaines communautés rurales ailleurs en Asie, par exemple à Taïwan. Personne ne cherche à cacher cette pratique ou à ne pas en parler. Au contraire, les gens sont surpris qu'elle fasse l'objet de recherches. Dans le comté de Hongdong, même les chauffeurs de taxi avaient tous été témoins directs ou indirects de l'organisation d'un mariage fantôme. Les gens ont peur d'être hantés par des membres de leur famille décédée, car les fantômes peuvent revenir dans le monde des vivants et provoquer des catastrophes. En fin de compte, le rituel n'a aucun sens pour les morts et sert à l'intérêt des vivants. Sauf que derrière ce rituel, en fait, on découvre aussi une réalité un peu plus sombre. Parce que comme ces mariages, ils sont très voulus, en fait, par les familles, certains ont transformé cette croyance en un véritable marché macabre. En fait, les familles sont prêtes à payer très cher pour offrir une épouse à l'un de leurs proches défunts.
par peur qu'ils ne trouvent jamais la paix. Mais bon, en tout cas, le problème s'est aggravé par la politique de l'enfant unique. Vous savez, en Chine, où les Chinois n'avaient le droit qu'à un seul enfant. Et ça avait entraîné d'ailleurs un déséquilibre démographique assez ouf. En tout cas, les filles en Chine étant devenues plus rares, les corps féminins sont particulièrement convoités pour les mariages de fantômes. Donc ça alimente encore plus le marché clandestin. D'ailleurs, selon des enquêtes locales, un corps de femme décédée peut se vendre à environ 18 000 yuans, soit à peu près 2150 €. Et du coup, tout ça a ouvert la porte au pillage de tombes, au trafic de cadavres et même à des meurtres destinés à fournir des épouses aux défunts. Ça va très loin. Le saut de bébé. Alors cette fois-ci, direction le petit village de Castrillo de Murcia, dans la province de Burgos, au nord de l'Espagne. Et ici, on célèbre chaque année la fête catholique du Corpus Christi, qui a lieu en mai ou en juin, selon le calendrier. Et il se trouve que le dimanche qui suit cette fête, on laisse place à une tradition pour le moins unique, El Colacho. En fait, c'est le fameux festival du saut de bébé. Et du coup, ce jour-là, les hommes déguisés en colacho, en sorte de diable, traversent les rues du village. Et là, ils portent des grands costumes rouges et jaunes, des masques inquiétants, et ils font claquer des castagnettes en courant. Et au centre du village, les habitants installent des matelas et ils allongent dessus les bébés nés pendant les 12 derniers mois. Là, le colacho, il s'élance alors dans une course et il saute par-dessus les enfants. Et une fois le saut accompli, les nourrissons sont aspergés de pétales de rose avant d'être rendus à leurs parents. L'origine de ce rituel remonte au début du XVIIe siècle, autour de 1620. Et on raconte qu'il servait à purifier les bébés du péché originel et à les protéger des maladies et des mauvais esprits. Il se trouve qu'aujourd'hui encore, El Colacho attire de nombreux visiteurs et continue d'être pratiqué. Mais cette coutume ne fait clairement pas l'unanimité. En fait, certains y voient une tradition folklorique inoffensive, d'autres trouvent que c'est dangereux et c'est choquant, surtout quand ça implique des nourrissons. La bagarre générale de Takanakui. Alors cette fois, on met le cap dans la région de Cusco, au Pérou, où se tient le rituel de Takanakui. En fait, le mot Takanakui, pour vous dire, ça vient du quechua, c'est un dialecte, et ça signifie littéralement se frapper mutuellement. Et du coup, tous les ans, le 25 décembre, les habitants du village se rassemblent sur la place publique pour régler leurs différends, à coups de poing. En fait, c'est une façon directe, mais jugée équitable, de mettre fin aux rancœurs accumulées pendant l'année. Là, les règles sont simples. Les habitants installent un ring improvisé pour 2 adversaires. Et les combats sont strictement encadrés. Seuls les coups de poing et de pied sont autorisés. Il est interdit de mordre, de tirer les cheveux, même de frapper un adversaire au sol. Sachant que les combats sont brefs et surveillés par les autorités locales et les juges du village. Et puis, les bagarres se terminent toujours par une poignée de main et parfois une étreinte, signe de réconciliation. Pas de rancœur possible après ça, chacun repart l'esprit léger pour débuter une nouvelle année. Et l'origine de ce rituel remonte aux traditions andines où l'honneur et l'équilibre social étaient essentiels à la vie communautaire. Et du coup, aujourd'hui, le Takanakui, c'est autant un spectacle festif qu'un exutoire collectif. Et on y trouve de la musique, de la danse, des costumes colorés, bien sûr, des combats. Pour les habitants, ce n'est pas de la violence gratuite, mais un moyen de préserver la paix sociale. Les scarifications de Thaipusam. À présent, on retourne en Asie avec une tradition un peu plus douloureuse qu'un coup de poing, parce que le Thaipusam, c'est une fête en Inde, mais aussi à Singapour et surtout en Malaisie. Et tout ça au sanctuaire de Batu Caves, où des centaines de milliers de croyants se rassemblent. Et chaque année, entre janvier et février, la communauté tamoule célèbre Thaipusam, qui est une fête religieuse dédiée au dieu Murugan. Et du coup selon le calendrier tamoul, c'est le moment où la lune brille le plus intensément. Et pour les fidèles, cette lumière symbolise la victoire du bien sur le mal. Là, les croyants viennent pour accomplir un vœu ou remercier Murugan. Et ils portent alors le kavadi, qui est une structure décorée et souvent très lourde, qui est fixée à leur corps par des crochets ou même des aiguilles métalliques. Certains percent d'ailleurs leur langue ou leur joue, d'autres accrochent aussi des poids à leur dos pour tirer un char. Et la douleur, parce que ça fait mal tout ça, elle est transcendée par la transe, la musique ou même la ferveur collective. En fait, pour chaque participant, chaque blessure est un peu un acte de foi. Une façon d'expier leurs fautes ou de montrer sa gratitude envers le Dieu. Cela fait maintenant 40 ans que je participe à Thaipusam. Et cette année sera la plus marquante car c'est la dernière fois. À cause de l'âge, je dois accomplir mes vœux sous une autre forme. Même si c'est douloureux, je le vis comme un devoir sacré. Quand on l'accomplit pendant 4 décennies et qu'on arrête, on a l'impression de ne plus être là. Aujourd'hui, le Thaipusam attire autant les fidèles que les curieux, ou même les touristes, qui sont impressionnés par l'intensité des rituels. Écoutez, je pense qu'à présent, il est temps pour nous de continuer notre descente dans les profondeurs de cet iceberg. Là, nous allons parler de cannibalisme, de piñata vivante, ou même d'un jeté de bébé. Les tatouages maoris.
Alors pour entrer dans les profondeurs, là, on va faire une petite escale en Nouvelle-Zélande sur les terres des Maoris. Donc peut-être que vous les connaissez surtout avec leurs danses guerrières comme le haka, mais aussi pour leurs tatouages qui recouvrent souvent le visage et le corps. Et du coup, ces tatouages traditionnels qu'on appelle les ta moko sont la marque de fabrique des Maoris depuis des siècles. Et là, on parle pas d'un simple tatouage, hein. Non, c'est une véritable inscription de l'identité sur le corps et le visage donc. En fait, chaque moko raconte l'histoire de son porteur, comme son rang social, son lignage, ses exploits, sa spiritualité. Mais la technique traditionnelle est bien loin de la petite aiguille chez le tatoueur de la ville. En fait, les Maoris, ils utilisent des ciseaux taillés dans l'os d'un animal pour inciser la peau. Puis, ils frottent des pigments naturels dans les plaies pour que le motif reste gravé à jamais. Du coup, en fait, c'est pas la même façon de tatouer, hein. C'est pas le tatouage qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est bien un dessin qui est en relief, qu'on a scarifié et qui donne au visage une apparence sculptée. Et du coup, porter un moko, surtout sur le visage, c'est vraiment chez les Maoris un symbole de prestige. En fait, chez les hommes, il marque la virilité, le courage ou même le statut de chef ou de guerrier. Et chez les femmes, il marque souvent le menton pour symboliser la noblesse ou la maturité. Mais il n'est pas seulement question d'esthétique, en fait, ces tatouages ont une vraie dimension spirituelle. En fait, les Maoris croient que le tamoko relie l'individu à ses ancêtres et aux dieux, et qu'il les sert de passeport pour l'au-delà. Mais avec l'arrivée des Européens au 19e siècle, la pratique a décliné parce que c'était jugé un peu barbare. Et d'ailleurs, beaucoup de Maoris ont même été stigmatisés à cause de leurs tatouages pendant des années. Mais aujourd'hui, en tout cas, le tamoko connaît une renaissance culturelle, et il est à nouveau pratiqué ouvertement comme un acte de fierté et de revendication identitaire. Le lâcher de bébé. Alors là, on s'enfonce dans les profondeurs avec une tradition du sud de l'Inde, dans la ville de Solapur, où se déroule un rituel pour le moins dérangeant. En fait, chaque année, des familles participaient à une cérémonie vieille de plusieurs siècles, appelée le lancer de bébé, au sanctuaire de Baba Umer Dargah. En fait, les parents sont guidés par une organisation religieuse locale et ils montent en haut d'une tour et ils lâchent leur enfant depuis le toit du temple. Ça fait 15 mètres de haut. Je le précise quand même, le rituel ne vise pas à blesser l'enfant, parce qu'en contrebas, les fidèles tendent une grande toile pour amortir sa chute. Bon, là, le bébé est ensuite récupéré par les prêtres et il est rendu aux parents sous les applaudissements de la foule. Dans la croyance locale, ce rituel, il apporte la chance, la prospérité et la bonne santé au nouveau-né. En fait, c'est une manière symbolique de confier l'enfant pendant un petit instant aux divinités, avant de le réintégrer à la communauté. En fait, pour les participants, c'est un acte de foi qui est censé garantir un avenir protégé à leur enfant. Même si, bon, on est d'accord, pour un regard extérieur, c'est un peu une pratique choquante, dangereuse et même difficile à concevoir. D'ailleurs, en vrai, cette tradition, elle a suscité des vives controverses en Inde. En fait, les autorités ont tenté à plusieurs reprises d'interdire le rituel, jugeant qu'il mettait inutilement en danger la vie des nourrissons. Sauf que dans certaines régions, ça résiste fort, et cette tradition continue en raison de la ferveur religieuse qui l'entoure. En fait, cette tradition, elle illustre bien la puissance des croyances. Parce que pour ces familles, c'est rien face à la promesse d'un avenir béni pour leur enfant. La piñata vivante. Bon, je pense que vous connaissez tous le jeu de la piñata. C'est le jeu où on suspend une grosse figurine en carton que les enfants vont frapper les yeux bandés pour libérer des bonbons et des jouets qui sont dedans. Eh bien, dans le Yucatan, donc au Mexique, c'est une tradition connue qu'on appelle le Quetzalpato. Sauf qu'il ne s'agit pas là de libérer des bonbons ou des jouets d'un truc en carton, mais d'abattre des animaux. En fait, cette fête locale, elle consiste à suspendre des animaux vivants comme des canards, des oies ou même des iguanes, comme si c'était des piñatas. Et là, les participants frappent alors jusqu'à ce que les bêtes meurent sous les coups. Puis, ils vont les cuisiner et ils les mangent pendant un banquet. En tout cas, à l'origine, cette pratique marquait la fin des récoltes et un moment de partage avec de la danse et un grand repas. Et pendant des siècles, le Quetzalpato a survécu et s'est transmis de génération en génération, sans que personne y trouve à redire. Mais avec le temps, et face aux critiques des associations de défense des animaux, les participants se rendent compte que la tradition ne colle plus trop avec les valeurs d'aujourd'hui. Ce type de festivités cruelles, au cours desquelles différentes espèces d'animaux sont maltraitées, a lieu régulièrement à travers le Mexique. C'est pourquoi assurer une transformation humaine de ces fêtes est essentiel afin de prouver que les traditions peuvent évoluer. Ces pratiques doivent changer à mesure que les valeurs des sociétés gagnent en considération et en compassion. Bon, en 2016, après des longues mobilisations, le Quetzalpato est officiellement interdit dans le Yucatan. Mais la fête est toujours d'actualité, même si elle a été transformée pour devenir un événement sans violence et sans sacrifier d'animaux. L'os maudit. Bon, vous connaissez sûrement les histoires de malédiction comme les poupées vaudou. Eh bien, en Australie, certaines cultures aborigènes avaient leur propre version, dont une pratique appelée Pointing the Bone, traduit littéralement par pointer un os. En fait, ce rituel est une sorte de sanction qui s'applique lorsqu'un membre de la tribu commet un crime.
En fait, un ancien ou un sorcier appelé Kurdaicha le condamne en pointant vers lui un os. Et cet os peut venir d'un os de kangourou ou même parfois d'un être humain. Et en fait, ce simple geste, ça équivaut à une condamnation à mort. Même si, je précise, l'os n'a pas de pouvoir physique. En fait, il blesse pas, il contient pas de poison, non. En fait, ça repose sur la force de la croyance. Parce qu'à ce moment-là, la victime est persuadée qu'elle va mourir. Et c'est pourquoi elle se laisse dépérir jusqu'à ce que la mort survienne. Et d'ailleurs, les anthropologues décrivent ce phénomène comme une forme de mort psychogène. En d'autres termes, c'est la conviction d'être condamné qui devient une véritable sentence. Là, le corps réagit à la peur extrême, comme si la mort était inévitable. Et ça peut provoquer alors un effondrement complet de la personne, tant d'un point de vue mental que physique. D'ailleurs, on observe chez les condamnés une accélération du rythme cardiaque, un épuisement physique, ainsi qu'un refus de s'alimenter ou même de boire, qui peut provoquer l'arrêt du cœur. Dans les sociétés traditionnelles, l'exil du groupe signifie généralement la mort. Déjà considérée comme morte par ses proches, par tous ceux qu'elle a connus et aimés, la victime ensorcelée par sa tribu renonce à elle-même et refuse l'eau et la nourriture. La mort survient inévitablement en quelques jours sous le soleil de plomb de l'outback australien. En tout cas, même si cette tradition est rare aujourd'hui, le pointing the bone reste un exemple du pouvoir que peuvent avoir les croyances et la pression sociale sur notre corps et notre esprit. Maintenant, il est temps pour nous de nous émerger dans les grandes profondeurs, puisqu'on va voir des cas d'autocastration, de rituels cannibales et de crucifixion. Et de San Pedro Coutude. Bon, on s'enfonce là dans les grandes profondeurs avec un rituel particulier qui se déroule chaque année dans la petite ville de San Pedro Coutude, aux Philippines. Parce que chaque année, souvent en avril, a lieu le Vendredi Saint. En fait, c'est une fête catholique où les fidèles se portent volontaires pour revivre la Passion du Christ. Et là, la fête débute avec des prières collectives, puis une grande procession, vous savez, quand tout le monde avance ensemble. Jusque-là, rien d'étonnant, mais certains vont plus loin et se font fouetter publiquement. Tandis que d'autres franchissent encore une étape supplémentaire et se font crucifier avec de vrais clous plantés dans les mains et même les pieds. En fait, cette mise en scène qui rejoue la souffrance de Jésus est née dans les années 60 avec un petit groupe de fidèles. Et là, les volontaires restent suspendus sur leur croix quelques minutes sous les yeux de la foule. Mais bon, comme vous en doutez, la douleur est poussée à l'extrême avec un risque d'infection, blessures graves, traumatisme physique et j'en passe. Mais pour les volontaires, par contre, être cloué à une croix, c'est vu comme une offrande sacrée ou même un moyen d'expier ses fautes ou d'obtenir la bénédiction divine pour sa famille. Des hommes, vêtus en soldats romains, plantent de longs clous dans mes mains avant de me hisser devant la foule. Les 5 premières secondes sont très douloureuses. Quand le sang commence à couler, la douleur s'engourdit et je peux rester plus longtemps sur la croix. Cela fait 36 fois que je me fais crucifier, et chaque année, je renouvelle ma promesse. Pour moi, ce n'est pas un spectacle, mais un acte de foi, une manière d'expier mes fautes et de demander des bénédictions pour ma famille. Du coup, depuis, cette tradition a pris de l'ampleur et elle attire aujourd'hui des milliers de spectateurs qui sont venus parfois de l'étranger. Mais malgré son succès populaire, la pratique est loin de faire l'unanimité. En fait, l'Église catholique désapprouve ces crucifixions qu'elle juge trop extrêmes. Elle trouve même ça trop dangereux, même pour la santé des participants, en plus de détourner du sens spirituel qui est censé être derrière. La secte de l'autocastration. Alors là, nous sommes en Russie au XVIIe siècle, à l'époque où l'Église orthodoxe domine la vie religieuse et politique, et où toute déviation spirituelle est jugée dangereuse. Et du coup, c'est dans ce contexte qu'apparaît un mouvement religieux radical appelé les Skopzi, dont le nom vient du russe skopet, et qui signifie eunuque. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, un eunuque, ça veut dire un homme qui est castré. On lui a coupé ses parties, quoi. Et du coup, leur fondateur, Kondraty Selivanov, qui est un paysan sibérien à l'origine, se présente comme le fils de Dieu. Et il prêche une idée simple mais terrifiante. En fait, selon lui, la source de tout péché est la sexualité. Donc, pour sauver ton âme, c'est assez simple, c'est radical, il faut supprimer toute tentation. Du coup, ça veut dire que les fidèles doivent pratiquer l'autocastration pour se purifier du péché. Du coup, les hommes vont se mutiler les organes génitaux et certaines femmes vont jusqu'à se faire retirer la poitrine afin de se purifier totalement. D'ailleurs, les Skotzi appellent ce rituel le scellement, qui est une façon de sceller leur corps contre le mal et de se rapprocher de Dieu. Et d'ailleurs, aussi fou que ça paraisse, le mouvement, à l'époque, a pris de l'ampleur. Parce qu'au 19e siècle, on estime qu'ils sont entre 10 000 et 100 000 adeptes. Mais en vrai, dans tous les membres, il y en a qui appartiennent aux hautes sphères de la société. Par exemple, on trouve des Skotzi chez les fonctionnaires, les militaires ou même les commerçants influents. Évidemment, les autorités tsaristes de l'époque tentent de réprimer ça. Notamment, ils vont arrêter Selivanov, donc le fondateur, qui va finir du coup ses jours enfermé dans un monastère. Sauf que la secte survit en secret jusqu'en 1930. Même si aujourd'hui le temps a passé, il n'existe plus aucun Skotzi vivant. Sauf que leur histoire continue de fasciner comme l'un des exemples les plus extrêmes de dérives religieuses dans l'histoire russe. Rite de passage des Mandanes.
Pour cette tradition, là, on remonte au 19e siècle, dans les plaines du Missouri, en Amérique du Nord. Et là, on part à la rencontre du peuple amérindien des Mandan. En fait, comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, le passage à l'âge adulte ne se faisait pas en douceur, car il faut prouver sa force, son courage ou même sa résistance à la douleur. Et du coup, cette tradition dont on va parler s'appelle l'Okipa et ne concerne que les hommes. Et le rituel commence par 3 jours d'isolement et de jeûne complet, sans nourriture ni même eau. Là, les jeunes hommes sont enfermés dans une hutte pour montrer leur endurance physique et mentale avant même d'entrer dans la cérémonie. Et ça, c'est vraiment que le début. Parce que lorsque vient le moment de l'Okipa, les candidats sont conduits dans une grande loge décorée pour l'occasion. Et là, des hommes insèrent de longs crochets dans la peau de leur poitrine ou de leurs épaules. Et ces crochets sont ensuite attachés à des cordes et les jeunes sont soulevés du sol, suspendus dans les airs. Certains d'entre eux vont rester dans cette position jusqu'à l'évanouissement, tandis que la communauté observe sans rien dire. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là, car une fois décrochés, parce qu'on les décroche, les initiés doivent parfois courir autour de la hutte ou même du village, entraînant derrière eux des objets lourds accrochés à leur peau. Pour les Mandan, ce supplice, ce n'est pas un test physique. En fait, c'est plutôt le symbole d'une mort suivie d'une renaissance spirituelle. Et donc ceux qui survivent à l'épreuve ressortent transformés et reconnus comme adultes, dignes du respect et prêts à protéger leur communauté. En tout cas, les ethnographes racontent que ce rite a profondément marqué les observateurs occidentaux. Au début, les mouvements étaient lents. Puis ils se sont accélérés jusqu'à ce que les jeunes finissent par s'évanouir. Ils ont accepté les coups de couteau, les entailles, les attelles plantées dans leur peau, et même d'être suspendus sans un seul gémissement. Mais dès que le corps s'est mis à tourner, leurs cris ont éclaté. Ils appelaient le grand esprit de toute leur force, le suppliant de leur donner la force de supporter cette épreuve et d'en ressortir vivants. Finalement, cette tradition a fini par être interdite sous la pression des autorités. Je ne vous cache pas qu'elle était considérée un peu trop brutale. Le rituel cannibale. Bon, pour cette tradition-là, on met le cap sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au cœur des montagnes de l'Est, où vivait le peuple fort. En fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, les forts pratiquaient un rituel funéraire qu'on appelle l'anthropophagie rituelle. En fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'enterrer leurs morts, ils mangent leur chair. Plus exactement, ils mangeaient le cœur, le cerveau ou encore le foie. Et pour ce peuple, ce n'est ni un acte insensé ni désespéré, parce que, en fait, manger la dépouille d'un proche, c'est plutôt perçu comme une manière d'honorer sa mémoire. D'ailleurs, cette idée-là, c'est pas propre aux forts. Parce que dans d'autres cultures aussi, on croyait qu'en mangeant la chair d'un défunt, on pouvait s'approprier sa force, son énergie ou son courage, en préservant son essence spirituelle. Sauf que ce rituel s'est révélé dramatique chez les forts, car les chercheurs ont découvert que cette pratique transmet le kourou, qui est une maladie neurodégénérative. En fait, le kourou, surnommé la maladie du rire, ça provoque des tremblements incontrôlables, une perte de coordination, des rires nerveux, puis la mort en seulement quelques mois. En tout cas, dans les années 50, chez eux, l'épidémie fait des ravages dans leur village. Par exemple, les femmes et les enfants sont les plus touchés, car ce sont eux qui consomment le plus souvent les tissus cérébraux. Et c'est cette partie qui est la plus contaminée. Mais il faudra attendre les recherches médicales et les missions d'anthropologues pour établir le lien entre les rituels cannibales et cette maladie. Sous la pression des autorités coloniales, la pratique du cannibalisme rituel a été abandonné dans les années 60. Mais quand même, on compte environ 2700 morts du kourou au sein du peuple fort. Ça a permis de stopper l'épidémie de kourou, mais ça a quand même laissé une trace durable dans la mémoire collective. Je pense que maintenant, pour nous, il est temps de descendre dans les abysses de l'iceberg. Et là, nous allons voir des cas de momies vivantes, d'initiations assez choquantes et de sacrifices pour accompagner un défunt dans l'au-delà. Les initiations des Sambhya. Alors pour commencer là notre exploration des abysses, nous partons maintenant dans les montagnes reculées de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, jusqu'aux années 70, un peuple qu'on appelle les Sambhya pratique un rituel d'initiation assez choquant. En fait, il faut savoir que pour les Sambhya, la masculinité, c'est pas inné Parce que lorsqu'un garçon naît, il est incomplet et il doit passer par une série d'épreuves pour devenir un homme. Et ce rituel commence du coup dès l'âge de 7 ans. En fait, les jeunes garçons étaient séparés de leur mère et intégrés dans une maison d'hommes. Et du coup, pendant plusieurs années, accrochez-vous, ils devaient pratiquer des fellations rituelles sur des hommes plus âgés de la communauté, afin d'absorber leur sperme. En fait, ce rite, considéré comme indispensable, était censé faire grandir les jeunes, leur donner force, endurance et fertilité. Puis, plus tard, une fois adultes et mariés, le processus s'inverse. En fait, ce sont eux qui transmettent à leur tour la force virile aux nouvelles générations de garçons. Du coup, pour les Sambhya, c'était avant tout une construction culturelle, comme un passage obligé, aussi naturel que l'école ou le service militaire. Sachant que ce rituel a été documenté par un anthropologue américain qui a vécu plusieurs années parmi eux. Quand j'ai étudié les Sambhya dans les années 70, j'ai découvert un système d'initiation qui m'a profondément marqué.
Dans leur monde, on ne naît pas homme, on le devient. Et devenir homme, c'est un processus collectif, encadré, presque militaire, où la sexualité joue un rôle central. Pour les Sambia, le sperme n'est pas simplement un fluide, c'est l'essence de la masculinité, la force vitale qui doit être ingérée par les garçons. C'est le seul moyen pour eux de devenir des hommes forts et fertiles. Pour eux, l'identité masculine n'est pas biologique, mais entièrement culturelle. Bon, grâce à ces recherches, on sait qu'il s'agit d'un système complexe de croyances qui est profondément enraciné dans le peuple sambia. Mais son travail a aussi été vivement critiqué par certains collègues qui estiment qu'il ne met pas suffisamment l'accent sur la dimension pédophile de la chose. Bon, du coup, aujourd'hui, ces pratiques ont quasiment disparu sous l'influence chrétienne et le contact avec la société moderne. Les sacrifices funéraires des Vikings. Bon, je pense que quand vous pensez aux Vikings, là, vous imaginez souvent des guerriers intrépides, sur leurs dracars, qui naviguent à travers l'Europe. Mais il y a eu d'autres facettes, plus sombres, qui font aussi partie de leur culture, notamment le sacrifice humain lors des funérailles. Parce que dans la Scandinavie, entre le 9e et le 11e siècle, les Vikings pensent qu'un grand chef ne doit pas partir seul dans l'au-delà. En fait, des esclaves, des concubines ou parfois même des guerriers peuvent être sacrifiés pour l'accompagner. En fait, l'un des témoignages les plus célèbres vient d'un ambassadeur arabe qui assiste au 10e siècle à l'enterrement du chef viking sur les bords de la Volga. J'ai vu de mes propres yeux comment les Vikings honoraient leur chef mort. Lors des funérailles d'un de leurs grands hommes, ils firent boire une jeune esclave. Elle déclara alors, de son plein gré, selon eux, qu'elle rejoindrait son maître dans l'au-delà. Après plusieurs jours de rituel, on la conduit sur le bateau funéraire, allongé près du défunt. Des hommes la saisirent et une vieille femme l'étrangla, puis lui planta un poignard dans la poitrine. Le navire est ensuite brûlé avec le corps du maître et celui de l'esclave, afin qu'ils partent ensemble dans l'autre monde. En général, les Vikings demandent parmi les femmes esclaves une volontaire pour être sacrifiée, quand même. D'ailleurs, il n'était même pas rare que les femmes se portent volontaires, parce que selon leurs croyances, accompagner le chef dans la mort garantit une place privilégiée au Valhalla. Par contre, le rituel est assez glaçant, parce qu'après plusieurs jours de festins et de cérémonies, ils vont enivrer la jeune femme, puis ils la conduisent dans une tente. Là, elle va subir des rapports sexuels rituels avec plusieurs hommes, qui sont censés être un hommage final au défunt, avant d'être étranglés puis poignardés. Bon, pendant ce temps-là, le corps du défunt chef est placé dans un bateau, puis entouré de biens, d'animaux sacrifiés et de sa nouvelle compagne. Et le navire, quant à lui, est préparé et décoré pour l'occasion avant d'être brûlé pour accompagner le chef au Valhalla, le royaume des guerriers morts au combat. Bon, en tout cas, pour les Vikings, ce rituel est une preuve de la loyauté et une manière de garantir au chef un passage digne vers l'au-delà. Et d'ailleurs, les récentes fouilles archéologiques confirment les récits. C'était pas juste une légende. En fait, les archéologues ont retrouvé des tombes vikings avec des restes humains et même d'animaux, puis aussi des objets précieux qui témoignent de cette pratique funéraire à poil extrême. Le Jigai. Là, on part pour le Japon féodal, à une époque où les samouraïs dominent la société et où l'honneur vaut plus que la vie elle-même. En fait, ces guerriers suivent un code très strict qui s'appelle le Bushido. En fait, c'est un ensemble de règles qui met en avant la loyauté, le courage et la maîtrise de soi. Et pour les femmes de cette caste, l'honneur de la famille passe avant tout, même avant leur propre vie. Et du coup, quand un samouraï perd son honneur, il a une seule façon de le récupérer, le seppuku. Tout simplement, en fait, c'est un suicide rituel où il va se transpercer le ventre avec son sabre pour mourir dignement. Mais il existe aussi une version féminine beaucoup moins connue, et c'est le Jigai. En fait, ce rituel est réservé aux femmes issues de familles de samouraïs, qu'il s'agisse d'épouses, de filles ou même de combattantes elles-mêmes. Et en gros, là, à l'aide d'un petit poignard, les femmes s'ouvrent la carotide. Là, la mort survient rapidement et souvent en quelques minutes dans une mare de sang. En fait, l'objectif est le même que pour les hommes, il s'agit de préserver l'honneur de la famille. Mais il y a une petite différence de motivation. En fait, les hommes, eux, ils choisissent le seppuku pour démontrer leur loyauté ou assumer leurs fautes. Alors que les femmes ont recours au jigai pour éviter d'être capturées par l'ennemi, réduites en esclavage ou même violées. Du coup, avant de passer à l'acte, certaines s'attachent les genoux ensemble avec une cordelette, et ça, c'est pour que leur corps garde une position digne même après leur mort. Bon, en tout cas, le jigai, c'est pas un geste improvisé, car il est enseigné dans certaines familles où on explique aux jeunes femmes quand et comment l'utiliser. Et d'ailleurs, les épouses de samouraïs portent souvent un petit poignard appelé kaiken qu'elles glissent dans la ceinture de leur kimono, au cas où. D'ailleurs, il se trouve que lors du siège du château d'Aizu en 1868, de nombreuses femmes de samouraïs se seraient donné la mort par jigai plutôt que de tomber entre les mains de l'armée ennemie. Bon, après, avec la fin de l'ère des samouraïs au 19e siècle, cette pratique a fini par disparaître. Mais elle reste quand même une part sombre et quand même marquante de la culture japonaise. Les momies vivantes.
Pour cette tradition-là, on reste au Japon, dans les montagnes de Yamagata, entre le 11e et le 14e siècle. Parce qu'il se trouve que certains moines bouddhistes de l'école Shingon, qui est en fait une branche du bouddhisme ésotérique, ont une tradition extrême qui les conduit à devenir des momies vivantes. Leur but est d'atteindre l'illumination suprême et d'être honorés comme des saints après leur mort. Mais pour ça, ils doivent passer par une longue épreuve de purification. Et déjà, à la base, tout commence par un régime très strict qui dure plusieurs années. Là, les moines abandonnent toute nourriture ordinaire et ils se nourrissent uniquement de graines, d'écorces, de racines et parfois même de résine de pin. Ce processus qu'on appelle Soku Shibutsu peut durer près de 3000 jours. C'est quand même à peu près une dizaine d'années, quoi. C'est quand même hyper long. Alors, en tout cas, ce régime austère a pour but d'éliminer la graisse et l'eau de leur corps, afin que, du coup, ils soient moins vulnérables à la décomposition. Et dans les dernières étapes, là, ils boivent aussi une infusion toxique à base de sève d'urushi. En fait, c'est un arbre utilisé au Japon et en Corée pour fabriquer de la laque ou certains produits artisanaux. Et cette boisson rend leur corps encore moins propice à la prolifération des bactéries après leur mort. Et quand leur corps est suffisamment affaibli, là, ils s'installent dans une petite tombe de pierre à peine plus grande qu'eux, avec seulement un tube d'air et une clochette. À partir de là, une fois dans la tombe, et la tombe rebouchée, chaque jour, ils vont méditer et ils vont agiter la clochette pour signaler qu'ils sont encore en vie. Et du coup, tout simplement, le jour où la clochette cesse de résonner, les disciples vont retirer le tube d'air et refermer complètement la tombe. C'est alors signe que la personne dedans est partie dans l'au-delà. Et après, bien plus tard, des années plus tard même, on va ouvrir la sépulture pour vérifier si la momification naturelle a réussi. Et si le corps est resté intact, il est installé dans un temple et exposé comme une relique sacrée. Mais dans le cas contraire, le moine est toujours honoré, mais il n'est pas reconnu comme un Bouddha vivant. Ça apparaît assez fou, mais aujourd'hui, une vingtaine de ces momies existent encore au Japon et sont conservées dans des temples. À présent, on arrive dans la dernière partie, les ténèbres, et nous allons parler notamment de sacrifices d'enfants ou même d'un suicide collectif par immolation. La purification Malawi. Alors là, cette fois-ci, direction le Malawi. Bon, si vous avez du mal à situer, c'est juste ici, c'est un pays d'Afrique où certaines zones rurales perpétuent encore des coutumes qui suscitent vraiment des bonnes polémiques. D'ailleurs, parmi les plus choquantes de ces pratiques, je vais vous parler de la tradition de la purification sexuelle. Parce que lorsqu'une jeune fille atteint sa puberté, donc après ses premières règles, ou alors lorsqu'une veuve termine sa période de deuil, la tradition veut que son corps soit purifié pour marquer en fait le passage d'un état à l'autre. Et pour ça, la femme doit avoir un rapport sexuel avec un homme choisi par la communauté et qu'on va surnommer alors la hyène. Et du coup, non, c'est pas l'animal, là, mais vraiment un individu humain qui est désigné pour remplir ce rôle rituel. Et dans la croyance locale, ce rapport sexuel permettrait de chasser les mauvais esprits, d'éloigner la malchance ou de préparer la jeune fille ou la veuve à sa nouvelle vie. Bon, là, l'acte est présenté comme nécessaire pour protéger non seulement la personne concernée, mais aussi la communauté entière. Sauf que derrière ce rite symbolique, en fait, la pratique soulève des grosses polémiques à la fois éthiques et sanitaires. Parce qu'en fait, ces hommes, ils vont entretenir des relations sexuelles avec de nombreuses femmes et souvent sans aucune protection. Et résultat, ça va favoriser la propagation de maladies graves comme le VIH. Et en plus, les jeunes filles sont très jeunes, évidemment, et elles ne peuvent pas refuser. En fait, il s'agit d'un acte subi qui s'apparente à une sorte d'agression sexuelle communautaire, quoi. Donc, bref, une tradition très problématique, à tel point que le gouvernement malawite et plusieurs ONG locales tentent d'y mettre fin. Et du coup, des groupes interviennent au sein des communautés pour les sensibiliser et proposer des rituels alternatifs, symboliques, sans aucun acte sexuel. Pourtant, malgré les campagnes de prévention, la tradition est toujours d'actualité dans certaines zones reculées. Vous voyez donc que les traditions, quand elles sont bien enracinées, c'est très très dur de les retirer. La Capacocha. Alors cette fois, on part chez les Incas. Je vous rappelle, c'était un immense empire qui couvrait presque toute la cordillère des Andes, de la Colombie jusqu'au Chili actuel. Et parmi ces rites les plus impressionnants figure la Capacocha, qui est une cérémonie de sacrifice destinée à honorer les dieux de la montagne et à maintenir l'ordre cosmique. Rien que ça. Les enfants choisis incarnent alors la perfection, c'est-à-dire qu'ils sont jeunes, beaux, sans défaut physique, et souvent issus de familles nobles ou de villages alliés. En fait, pour les Incas, ces enfants représentent les offrandes les plus pures qu'on puisse faire aux divinités. Et là, le rituel commence généralement à Cusco, la capitale, où un rassemblement solennel réunit les familles, les prêtres et les autorités. Et là, les enfants vont entreprendre un long périple, jusqu'à des sanctuaires situés à plus de 5000 mètres d'altitude, sur les sommets des Andes. Et durant le voyage, les prêtres vont leur faire boire de la chicha, qui est en fait un alcool de maïs fermenté avec des feuilles de coca. Et en fait, ces substances, elles ont plusieurs effets. En fait, elles réduisent la fatigue ou même la douleur et elles vont faciliter un état de transe.
D'ailleurs, des analyses modernes sur les cheveux de certaines momies incas confirment cette consommation régulière, surtout dans les semaines qui précèdent la mort. Une fois arrivés au sommet, les enfants portent des parures symboliques et sont installés dans des tombes de pierre ou creusées dans la glace. Là, ils sont ensuite entourés d'offrandes, comme des figurines en or ou en argent, ou même des tissus précieux ou des coquillages de la côte pacifique. Et après ça, le sacrifice varie. Par exemple, certains enfants sont enterrés vivants, d'autres meurent d'hypothermie en s'endormant sous les effets de l'alcool ou de la coca. Et d'autres encore reçoivent un coup fatal avant d'être déposés dans leur sépulture. Les enfants choisis pour le Capacocha étaient sélectionnés longtemps à l'avance, et parfois élevés uniquement dans ce but. Nous avons retrouvé le corps d'une jeune fille, surnommée la Doncella, sur le volcan Lulailako. L'analyse biochimique de ses cheveux a révélé en détail ce qu'elle avait mangé et bu durant les 2 dernières années de sa vie. Ces résultats confirment que les enfants participaient d'abord à une année de cérémonie sacrée, puis ils entraient dans une préparation progressive marquée par la consommation de feuilles de coca et d'alcool. En fait, les Incas croient que ces jeunes victimes rejoignent directement le monde divin et deviennent des intercesseurs entre les hommes et les dieux. Des messagers, quoi. En tout cas, les découvertes archéologiques, comme celle des 3 enfants du volcan Luluilaco en 1999, révèlent des corps momifiés dans un état exceptionnel de conservation. Le Jawar. On continue notre descente dans les ténèbres et là on va en Inde médiévale, au cœur du Rajasthan. Et ici vit la caste des Rajputs, qui est une communauté de guerriers et de souverains redoutés. En fait, ils sont connus pour leur code d'honneur strict, mais aussi la fidélité à leur clan et leur bravoure au combat. Et ils considèrent en fait qu'il vaut mieux mourir que subir la honte et le déshonneur. Pendant les guerres, on voit apparaître l'un des rituels les plus marquants et les plus tragiques de leur histoire. Et il s'agit le Jawar, qui est un suicide collectif par immolation. En fait, lorsque les forteresses Rajput sont assiégées et que la défaite semble inévitable, toutes les femmes se dirigent vers un immense bûcher dans l'enceinte de la citadelle. Là, elles s'y jettent volontairement pour échapper à l'esclavage, au viol ou alors à l'humiliation des vainqueurs. Et du coup, le feu, dans cette vision, incarne la pureté et la délivrance. Et mourir dans les flammes est vu comme un ultime acte de courage, un moyen de préserver l'honneur du clan. Et pendant ce temps-là, les hommes accomplissent le Saka, qui est une dernière sortie héroïque. En fait, ils s'arment de leur sabre et d'une tenue blanche, puis ils foncent droit vers l'ennemi avec la certitude de mourir au combat. Sachant que le Jawar le plus célèbre est associé à la légende de la reine Padmavati au XIVe siècle. Et là, en fait, selon le poème Padvamat, qui a été écrit en 1540, eh bien là, le sultan de Delhi assiège le fort de Chittorgarh pour s'emparer de la reine. Et il fait ça parce que, apparemment, la reine était réputée d'être d'une beauté incomparable. Face à l'inéluctable Padmavati, et des centaines de femmes se livrent aux flammes, tandis que le guerrier Rajput part combattre jusqu'à la mort. Cette histoire divise encore les historiens, parce que pour certains, il s'agit d'un mythe poétique, et pour d'autres, c'est un épisode historique bien réel. Dans les textes originaux, puis dans ses nombreuses reprises, la figure de Padmini, aussi appelée Padmavati, est utilisée et transformée pour servir des projets sociaux et politiques différents. Les versions successives du récit ont été mobilisées par des élites régionales et des groupes sociaux pour forger une mémoire héroïque. Et c'est cette mémoire, plus que la preuve d'un événement unique et factuel, qui explique pourquoi le Jawar occupe une place si centrale dans l'imaginaire Rajput. Quoi qu'il en soit, le Jawar a bien existé. On trouve vraiment des récits de ces rituels dans les chroniques indiennes jusqu'à l'époque moghole. Les sacrifices aztèques. Alors là, on arrive à la fin des ténèbres avec notre toute dernière histoire, et il faut retourner dans le Mexique précolombien, dans la grande capitale de Tenochtitlan, qui est donc l'actuel Mexico. À cette époque, entre le XIVe et le XVIe siècle, les Aztèques dominent une grande partie de la Mésoamérique. Et en fait, dans leur vision du monde, la survie de l'univers dépend d'un équilibre fragile entre les forces divines et humaines. Et ce peuple guerrier est profondément religieux, et ils croient que leur Dieu règne sur le cosmos. Et du coup, de ce fait, leur survie dépend directement de la fidélité qu'on leur témoigne. Par exemple, le soleil en particulier doit être nourri de sang et de cœurs battants pour continuer sa course dans le ciel. Si l'on prive le soleil de ses offrandes, la lumière s'éteindrait et emporterait avec elle toute l'existence sur Terre. C'est dû à ces croyances que la tradition des sacrifices humains fait son apparition. Sauf que là, on parle pas d'un ou deux sacrifices, juste pour faire bonne figure. Non, ce sont plusieurs milliers. Et les victimes, là, sont le plus souvent des prisonniers de guerre qui sont capturés lors des fameuses guerres fleuries. En fait, c'était des affrontements organisés, mais qui n'ont pas du tout pour but de conquérir des territoires. En fait, là, c'était juste de fournir des captifs destinés aux fameux autels. Et là, le rituel le plus emblématique consiste à allonger la victime sur une pierre sacrificielle, puis de lui ouvrir la poitrine avec une lame d'obsidienne. Vous savez, c'est une pierre volcanique qui coupe comme du verre. Et enfin, d'arracher son cœur encore battant pour l'offrir aux dieux. Mais il y a d'autres formes qui existent, comme par exemple la décapitation, l'immolation ou encore le sacrifice de guerriers qui doivent combattre jusqu'à l'épuisement avant d'être tués. Bref, parfois les corps étaient jetés du haut des temples et leur tête exposée alors sur un immense mur de crâne.
sachant que le summum de cette pratique est atteint en 1487 lors de l'inauguration du temple mayor de Tenochtitlan. Et là, selon les chroniques espagnoles, plusieurs milliers de captifs sont sacrifiés en quelques jours lors de combats organisés entre les guerriers et les captifs. Alors les chiffres varient entre 4000 et 20 000 victimes, mais l'événement illustre l'ampleur de ces rituels collectifs. C'est hallucinant. Aujourd'hui, les fouilles archéologiques de Mexico confirment les récits. On a trouvé des autels remplis d'ossements, des milliers de crânes et des restes humains encore présents sur le site du Templo Mayor. Au départ, on pensait que ces crânes appartenaient uniquement à de jeunes guerriers, les victimes classiques des sacrifices. Mais en fouillant plus en détail, on a découvert qu'il y avait aussi des femmes et des enfants. Et comme ils ne participaient pas au combat, leur présence ici pose question. Cela veut dire qu'il se passait quelque chose qu'on ne comprend pas encore, quelque chose de nouveau. Et du coup, ces fouilles révèlent que la mort rituelle n'épargne personne. Les hommes, les femmes ou même les enfants, tous peuvent vraiment devenir une offrande pour le soleil. En tout cas, pour les Aztèques, ces sacrifices sont un devoir cosmique, un moyen d'assurer la continuité de la vie, de remercier les dieux, de la pluie, du maïs ou même du soleil. Eh bien, voilà pour l'iceberg sur les traditions les plus malsaines. Évidemment, il y en a encore plein dont on n'a pas parlé. Si vous avez envie d'en citer certains, n'hésitez pas. Mais avant de conclure, je vais vous partager une dernière tradition. Alors, en Europe, on appelle cette tradition le rêve conscient, quand on réalise qu'on rêve et qu'on contrôle un peu le scénario. Mais pour certains bouddhistes tibétains, cette tradition, c'est une véritable pratique spirituelle qu'on appelle le dream yoga, ou le yoga du rêve chez eux. Et là, pour eux, le but, c'est pas de s'amuser dans ses rêves, mais de s'entraîner à reconnaître l'illusion de la réalité, de transformer ses émotions négatives et d'atteindre une forme de liberté intérieure. Donc de devenir une sorte de dieu dans son monde intérieur, dans ses propres rêves. D'ailleurs, les maîtres tibétains considèrent même que progresser dans ses rêves permet d'avancer plus vite sur le chemin de l'éveil. Et c'est assez fou parce que du coup, là, ils ont vraiment une bonne part de vérité puisque les récentes études scientifiques montrent que quand vous vous entraînez en rêve, vous vous entraînez réellement dans la réalité. Par exemple, si vous êtes un sportif, par exemple un tennisman, et que dans un rêve, vous devenez lucide et vous vous entraînez à jouer comme un pro, eh bien ça fait que vous allez augmenter encore plus vite votre niveau dans la vraie vie. En tout cas, si la thématique du rêve vous intéresse, c'est des traditions assez folles qu'on pourrait trouver par exemple dans l'Université du rêve, Noisuli, eh bien le livre sortira en national en fin février. J'en reparlerai. D'ici là, merci d'avoir vu la vidéo et nous, on se dit à très bientôt. Faites de beaux rêves.